Bonjour Blandine. Bonjour Carole. Donc bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo sur l'argent. La première vidéo portait sur ce stage est trop cher. On avait fait cette vidéo pour se mettre en lien, en relation avec des femmes qui avaient envie, qui étaient attirées par le stage que l'on organise cet été et qui disaient que c'était trop cher. Et donc, on a exploré la voie qui dit oui au stage et puis la voie qui dit non, et en posant la question de l'argent au centre. Et là, donc, on avait envie d'aller un petit peu plus loin. Euh, on voulait quand même parler en deux mots de notre stage, sachant que vous pouvez regarder sous la vidéo les liens de nos sites sur lesquels il y a beaucoup d'explications sur le stage et puis d'autres vidéos, de teasers et des témoignages de femmes. Moi, je dirais que ce stage est un écrin de transformation pour les personnes qui le vivent. Cette année, ce sont des femmes, mais on invite aussi parfois des hommes. On a fait un cercle mixte l'an dernier, puis l'année d'avant, on a proposé un cercle pour les hommes. Est-ce que toi, tu as envie de dire avec tes mots qu'est-ce que ce stage apporte? Oui, et par rapport à cette vidéo spécifiquement, dans cette vidéo, on va parler du rapport à l'argent et de comment sortir de l'aliénation que peut représenter l'argent. Et on pourra faire un parallèle avec voilà, la lecture qu'on va proposer et qui permet de sortir d'un système aliénant. On la vit dans le stage, en fait. L'idée du stage, c'est de sortir de tout ce qui vient nous contenir, nous enfermer dans nos vies, nous rétrécir nos vies pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand, en fait. Voilà. Avec beaucoup de joie aussi, quand même. Oui, oui, oui. Donc le titre du stage, c'est Je me revêtirai de bonheur. Voilà, l'idée, c'est de se revêtir de bonheur euh, quand on est allé se rencontrer en profondeur. Hein. Je crois que c'est ça le, Mm. le propos essentiel du stage, c'est se rencontrer aussi dans ses ombres. Euh, D'ailleurs, ça me fait dire qu'on peut aussi se présenter. Donc, nous sommes thérapeutes jungiennes et nous travaillons essentiellement sur l'analyse des rêves. Et également, nous faisons des lectures, nous proposons des lectures symboliques de scènes de la vie comme si c'était un rêve, des rêves. Et, euh, Parce que ce qui se passe à l'extérieur se retrouve également à l'intérieur. Voilà, on fait toujours le pont entre ce qui se passe dans l'inconscient, dans la psyché, et ce que l'on peut vivre dans les scènes de la vie en fait, qui montrent qu'on est souvent rattrapé par notre inconscient. Oui, le travail d'analyse de rêve, c'est vraiment établir un paix à l'intérieur de la psyché. Et on Établir va quoi? Établir, on n'a pas entendu ça à couper. un processus de paix à l'intérieur de la psyché. Et c'est ce qu'on va faire, enfin, c'est ce qu'on va explorer dans cette vidéo, comment établir un processus de paix avec l'argent. Voilà. Alors donc, euh, on voulait partir sur la genèse de l'argent. Mm. Euh, comment ça se passe au départ, avant qu'il y ait l'argent? Il y avait des échanges entre les personnes. Et l'argent est venu simplifier ces échanges. En fait, il est venu pour apporter une solution aux échanges, en tout cas les améliorer. Oui, pour fluidifier et poser de la valeur, reconnaître la valeur des échanges quand ils sont pas symétriques, quand il y a un déséquilibre, puisque c'est plus complexe, il y a forcément plus de déséquilibre, et pour permettre de fluidifier et de reconnaître du coup des valeurs plus spécifiques. Et en cela, si on pose une lecture symbolique sur l'argent, on pourrait dire que c'est une énergie de reconnaissance, donc une énergie masculine, au service de la relation, donc au service de la féminité. Donc dans la grille jungienne, un masculin positif, la fonction du masculin quand il est positif, c'est d'être un cadre pour l'ouverture, un cadre bienveillant.
pour l'ouverture. Parce que l'ouverture, en fait, et là on parle pas forcément que de l'argent, mais on parle dans la vie générale, en fait, l'ouverture qui se trouve autant chez les hommes que chez les femmes, la capacité à s'ouvrir, donc la féminité symbolique, la capacité à s'ouvrir, à accueillir l'autre en soi, le différent, pour qu'émerge du nouveau, puisque le corps de la femme, le sexe de la femme, c'est ça, c'est un espace qui accueille, qui reçoit et qui se laisse transformer pour émerger, pour que une nouvelle vie arrive. Eh bien, dans l'histoire de l'humanité, cette ouverture, elle n'a pas toujours été protégée, honorée par un masculin, un cadre protecteur, en fait. Je te laisse continuer, peut-être. Être reformulé, donc oui, c'est important qu'on donne quelques définitions pour bien comprendre ce qu'on a envie de partager par rapport à l'argent. Donc, à l'intérieur de chacun de nous, en analyse jungienne, on va rencontrer des énergies masculines, des énergies féminines, du masculin, du féminin, et on va rencontrer un féminin parfois blessé ou un féminin qui rayonne. On va rencontrer un masculin parfois dominant, écrasant, et parfois positif. Et l'idée étant, au final, de rêve en rêve travaillé ou de séance en séance, c'est de rencontrer à l'intérieur de soi un équilibre, une harmonie entre ces deux pôles féminin, masculin, pour être dans un état de paix, en fait, et donc de soigner ce féminin blessé et de soigner ce masculin souvent, entre autres, écrasant. On va peut-être développer ça. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Oui, ce qui me vient quand je t'écoute, c'est l'idée du mariage intérieur, en fait. Voilà. Si on fait un mariage, on vit un mariage intérieur entre les énergies masculines et féminines, et toutes les deux, elles sont l'une au service de l'autre. On a une vie qui est épanouie, qui est douce, qui est fluide, qui est voilà agréable. Et l'idée, c'est d'arriver à ça, c'est d'opérer à ce mariage intérieur, en fait. Oui. Donc, si on revient sur l'argent, il est là comme un moyen pour permettre la relation. Donc, d'après notre lecture, notre vision jungienne, donc il est là pour favoriser la féminité, donc l'altérité, les échanges qui se passent bien, en bonne fluidité. Et donc l'argent serait une énergie qui va cadrer, selon nous, hein, d'après ce qu'on a, enfin, ce qui a émergé de nos réflexions, qui va venir soit protéger la relation, cette relation d'échange fluide et harmonieuse, soit, soit se poser en dominant et donc générer tout ce que l'on rencontre aujourd'hui avec ce que l'argent peut poser comme problème. Parce que d'une solution, à notre sens, c'est devenu un problème, cette histoire Oui, d'argent. on avait parlé de ça dans la première vidéo, l'idée que dans toute vie, à la fois sur des plans collectifs et sur des plans individuels, il y a des moments où on met en place des stratégies et que c'est une solution, c'est un mieux, et qu'à un moment donné, ce mieux devient enfermant, devient une limite et devient une source de souffrance. Et sur un plan individuel, c'est voilà, les stratégies d'adaptation de l'enfant, par exemple, qui, quand on est adulte, deviennent des sources de souffrance. Est-ce qu'on travaille en analyse pour essayer de réouvrir et de retrouver d'autres potentiels, d'autres façons de faire. Et sur un plan collectif, au niveau de l'argent, mais pas seulement au niveau de l'argent, moi je voulais revenir sur cette question d'ouverture et de masculin qui est là pour la protéger. Et en fait, ce qui s'est passé sur un plan collectif, c'est que l'ouverture n'a pas toujours été protégée par un masculin protecteur, un masculin bienveillant. Il y a eu un masculin qui est venu intruser, massacrer voilà, cette ouverture qui a utilisé la vulnérabilité pour une prise de pouvoir. Et ça s'est passé sur un plan collectif et sur un plan aussi de l'argent spécifiquement.
C'est-à-dire Oui. qu'il y a une énergie qui s'est mise en place. Je te laisse. Oui, oui, ça s'est passé sur un plan collectif, mais ça s'est passé sur le plan corporel aussi. Et ça c'est toujours, malheureusement, ça a toujours lieu. C'est-à-dire, ça s'appelle le viol des Oui, hommes comme des femmes. C'est-à-dire que sur le corps comme sur le plan extérieur, on le retrouve aussi. C'est juste oui. pour éclairer ton propos. Ouais, merci de donner cet exemple. Et d'ailleurs, le viol, c'est l'exemple vraiment le plus flagrant. Mais même dans des petits niveaux, c'est important aussi de voir que ça va se loger dans des petits niveaux. Ce masculin maltraitant, il peut se loger dans une parole d'ouverture quand on s'expose et qu'on exprime, par exemple, une émotion, et que quelqu'un en face vient dénigrer, vient l'utiliser pour nous écraser, pour nous humilier. Ça aussi, c'est du masculin maltraitant, en fait. Oui. Et, et donc, au niveau de l'argent, on peut observer que l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'argent au sein de l'humanité, elle a été chargée de cette énergie de masculin dominant. Et que c'est comme nous, en termes jungiens, on parle d'archétype, c'est-à-dire que l'argent est un archétype, c'est-à-dire une énergie colossale qui est chargée de toute l'expérience vécue à son sujet, au sujet de l'argent, toutes les émotions, tout est engrammé dans une sorte d'égrégore de masse énergétique, masse émotionnelle qui vit et qui a sa propre dynamique maintenant. Et cette dynamique, elle est prise elle est saisie par ce masculin dominant et elle va dans une direction. Elle a sa propre orientation, son propre but, et on est tous collectivement saisis par cette énergie-là, en fait. Et si on ne fait pas un travail de conscience, on arrive dans un jeu, on arrive sur Terre dans un jeu on pourrait dire que c'est le jeu du Monopoly, pour Mm. caricaturer, et on joue tous au Monopoly, en fait. Si on se réveille pas personnellement en se disant, je suis en train de jouer au Monopoly, je suis pas dans la même énergie que si je jouais à un jeu coopératif, je veux pas jouer au Monopoly, ben, Mm. en fait, on y joue de toute façon. Donc, parce que je dis ça parce qu'il y avait une réflexion sur Facebook à notre vidéo qui disait, mais l'argent, c'est neutre, on en fait ce qu'on en veut. Oui et non, en fait, parce que tant qu'on n'a pas pris conscience de cette énergie qui nous saisit, Mm. qui est collective, on n'en fait pas ce qu'on veut. En fait, on a besoin vraiment de prendre conscience de cette énergie et de cet impact, à quel point on est saisis tous par cette énergie pour pouvoir en sortir. Il y a ce travail de conscience à faire. Oui, et je reviens au corps. Je trouve ça intéressant parce que on peut observer ce qui se passe dans notre corps quand on fait l'acte de payer, en fait. Euh, Si on paye quelque chose qu'on est obligé de payer, en général, ça se passe dans le corps, ça respire pas bien, on n'est pas content, on ne paye pas avec son cœur, en tout cas. Mais par contre, si on va payer quelque chose qui a une vraie valeur et qui est voilà, qui porte, qui a du sens en fait, on va probablement se sentir beaucoup mieux dans son corps. Peut-être on peut donner un exemple. Oui, en fait, bah ça, c'est la question de la valeur. Qui détermine la valeur? Je pense qu'on peut parler de ça, du fait que la valeur, elle est déterminée avant, quand l'argent a été mis en place au démarrage, c'était pour remplacer le troc, c'était de personne à personne. Et en fait, on pouvait se mettre d'accord ensemble, on pouvait marchander pour trouver un accord entre nous. Et puis, au fur et à mesure que ça s'est complexifié, les valeurs ont été posées de plus en plus par l'extérieur, en fait, puisque les structures sont devenues de plus en plus complexes et l'extérieur pose les valeurs et nous, on se trouve en face, en tant que consommateur, en face d'une valeur qui est posée par l'extérieur, en fait. Bon, il y a encore sur le marché où on peut négocier un peu dans des souks, mais c'est assez rare, en fait. Et du coup, ce qui se passe quand la valeur est posée à l'extérieur, c'est que c'est comme dans nos vies, en fait. C'est qu'on on est un peu spectateur, en fait. Et on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Et on peut observer que ce mouvement-là, il s'intensifie de plus en plus. Non seulement la valeur, elle est posée à l'extérieur, mais en plus, on a de plus en plus de mal à comprendre le sens de la valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière le prix, qu'est-ce que, où l'argent va aller, à quoi ça va servir. Et c'est de plus en plus contesté, ce sens et cette valeur qui est posée sur l'échange, parce que la valeur bouge en fait, avec maintenant les soldes, les Black Friday, tous ces trucs-là. Et on parlait ensemble, quand on préparait la vidéo, de la SNCF qui vient de sortir des billets à 1 euro. Et ça, c'est le sommet, c'est-à-dire qu'en fait, un billet qui valait 120 euros un jour, le lendemain, il vaut 1 euro.
Et qu'est-ce qui se passe quand la valeur, elle n'arrête pas de changer comme ça à l'extérieur? C'est pas nous qui la posons et elle change tout le temps. Et ben en fait, ça crée de l'instabilité, Mm. ça crée une perte de sens, ça crée de l'angoisse, ça peut créer des émotions d'humiliation, de se faire avoir, de parano, de se dire que voilà, on a payé le billet 120 euros, le lendemain, il se retrouve à 1 euro. Donc Ouais. en fait, ça génère une énergie de tension à l'intérieur très forte, où Mm. en fait, dans une sorte d'insécurité, il y a aucune stabilité, aucune base, aucun sens. Mm. Et, et du coup, on est poussé dans cette course de Monopoly à vouloir toujours obtenir le plus possible pour le minimum. On est pris là-dedans. On est pris dans cette dynamique, dans ce wagon là dont je parlais c'est comme un train qui fonce de plus en plus vite, qui est dans son mouvement, entraîné par son mouvement. Et en fait, on est pris là-dedans. Et si on ne fait pas un mouvement pour sortir du wagon, en fait, on est de plus en plus dans un mouvement anxiogène, en fait, un mouvement qui génère toutes ces émotions de rapport de force, voilà, d'inflation, déflation, en fait. Oui, alors pour moi, c'est quand je t'écoute, je me dis, on est dans un système on est manipulé par un système, on est asservi à ce système, on n'est pas, on est complètement, euh, enfin, on n'est pas souverain du tout. Mm. Du Et coup, donc, la solution, c'est de revenir à soi pour de redevenir souverain. ouais. Bah, c'est de revenir à l'intérieur, hein, c'est ce qu'on se disait, c'est que la solution, c'est justement de revenir à cet état où on est ni dans dans ce qu'on appellerait l'inflation en termes jungiens, ni dans la déflation, on peut peut-être l'expliquer. Oui, On a retrouvé un état de paix et d'équilibre à l'intérieur, comme on disait au début. On a retrouvé une forme d'harmonie. Si on retourne si on fait ce chemin à l'intérieur de soi pour se demander qu'est-ce qui est juste, quelle est la valeur, quelle est la vraie valeur des choses et qu'est-ce que je peux nourrir dans le système, enfin, comment je peux me réapproprier mon argent, où est-ce que je vais le mettre, mm. qu'est-ce que ça va venir nourrir. Je te laisse expliquer l'inflation ou ça, je sais pas. Ouais, je pense qu'on a besoin d'expliquer. Alors, inflation, c'est pas l'inflation économique telle qu'elle est entendue habituellement. C'est des termes jungiens, inflation et déflation, qui parlent de mouvements énergétiques et psychologiques. Et l'inflation est toujours là pour compenser une déflation originelle. Donc la déflation, on en a parlé quand on parlait de cette ouverture qui n'est pas honorée. Oui. Et ça, c'est une mise en déflation. C'est-à-dire que on s'ouvre, on est dans l'accueil comme un petit bébé dépendant, offert au monde, enfin voilà, dans toute son ouverture. Et il y a une blessure qui se produit. Et là, à ce moment-là, dans l'être, il y a une décision qui se prend de plus jamais être dans cette position de vulnérabilité, Et plus jamais d'ouverture. et d'ouverture, du coup. Et pour ça, pour compenser ça, il y a une sorte d'armure qui se crée, une fermeture. Et c'est pas une protection, c'est une fermeture, c'est pas la même chose. On est en guerre, on n'est plus dans le même rapport, on n'est plus dans un rapport d'ouverture à l'autre. Et l'idée, c'est d'écraser l'autre pour pas être écrasé. Donc ça, c'est écraser l'autre, c'est l'inflation. Être écrasé, c'est la déflation. Mais quand on est dans une dynamique d'écraser à l'extérieur, on est aussi dans une dynamique d'écraser certaines parties de nous à l'intérieur, notamment l'ouverture. Et de toute façon, ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur. Et on ne peut pas dissocier si on est dans l'inflation, c'est les deux monnaies d'une pièce. Si on est dans l'inflation, il y a une partie de nous qui est dans la déflation aussi. C'est toujours inflation, déflation, c'est un jeu. Et la seule sortie de ce système-là, c'est revenir à soi et trouver l'alliance à l'intérieur, en fait. Moi, en t'écoutant, j'aimerais bien donner un exemple pour qu'on comprenne bien si j'utilise l'argent en étant en inflation et si j'utilise l'argent en étant en déflation. Euh, si j'utilise l'argent en étant en inflation, je vais avoir... Donc déjà, l'autre, je ne le vois pas, il n'existe pas, celui à qui je vais faire payer une somme trop importante. Je vais essayer de le manipuler à nouveau pour qu'il me donne plus d'argent que ce que j'estime être la valeur de ce que je lui vends. Je sais pas si c'est... Ou, Oui, oui, ou quand on achète, c'est parce que c'est plus souvent le cas, tout le monde n'est pas commerçant, ouais, d'essayer d'obtenir pour le moins possible voilà. d'argent
Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est essayer d'obtenir le moins possible d'argent. On voit pas celui qui nous vend, on voit l'objectif de gagner, l'objectif voilà. Et donc du coup, on se met un petit peu au-dessus de celui qui nous vend. Mm. Et on peut, à l'inverse, si on est en déflation, on peut donner une somme en étant complètement manipulé, on peut avoir la sensation de se faire voler, mais être effectivement, de donner une somme trop importante par rapport à ce que vaut l'objet qu'on achète. Peut-être que Oui, ou pas forcément, en fait, ça peut être juste dans l'énergie et ça peut être les deux à la fois, comme on expliquait, les deux cohabitent à l'intérieur, c'est-à-dire que on a tellement peur de se faire voler, on a tellement l'impression qu'on se fait voler quand on achète, que on veut donner le minimum, donc on met l'autre en déflation, et en même temps, nous-mêmes, on se sent pris, on se sent volé parce qu'on ne voit pas qu'il y a un échange qui se fait et qu'on va obtenir quelque chose et qu'on a toujours l'impression qu'on doit payer, et que on a l'impression qu'on nous prend à chaque fois qu'on achète, en fait. On peut ouais. avoir les deux qui cohabitent à Oui, on peut l'intérieur. avoir, voilà, exactement. C'est très clair pour moi, hein, que tu le dises comme ça. Merci de d'éclairer comme ça. Et du coup, on pourrait prendre l'exemple de quelque chose que l'on va acheter à une personne que l'on connaît, qui va nous vendre un bien qu'il a, par exemple, fabriqué lui-même, et on sait le temps qu'il a mis pour faire cet objet, ou par exemple le maraîcher qui fait de bons légumes, tout le temps, tout le travail qu'il y a derrière. Moi, si je connais cette personne et que je connais la qualité de ce qu'elle va me vendre et toute l'énergie d'amour qu'elle a mise dans ces légumes, ben, je vais être contente de lui donner un billet. Et du coup, je vais pas me sentir ni en trop ni en pas assez. Je vais me sentir en équilibre et je vais sentir que je nourris un échange fluide, harmonieux, presque d'amour avec la personne avec qui je relationne finalement à travers l'argent. Oui, je trouve que l'exemple du panier maraîcher, il est vraiment bien parce que pour les gens qui ont un petit potager, ils peuvent voir à quel point c'est du boulot hein, d'avoir des courgettes, des tomates. Ça se fait pas comme ça dans un claquement de doigts. Il y a le semis, enfin, on peut détailler, mais c'est tout un processus derrière. En fait, c'est pas juste un acte de consommation où on prend et on va se nourrir avec. C'est derrière, il y a tellement d'étapes et on peut les percevoir, les étapes. On peut savoir tout ce qu'il y a derrière. Et on peut se dire même, on peut revenir pour retrouver du sens et de la valeur. On peut se dire, moi, c'est 20 € que je vais donner pour ce panier, ça me prend combien de temps par rapport à tout le temps qu'il y a derrière avec toutes les étapes? Et ça redonne du sens, en fait. Oui, tu Et, veux euh, Oui, et en oui, oui, ça me prend combien de temps quand tu dis ça? C'est-à-dire, moi, combien de temps j'ai travaillé pour gagner 20 ça. euros et que je vais redonner à la personne à qui j'achète les légumes. D'accord, faut que ça soit. Oui, Hmm. c'est ça. Et du coup, on n'est plus dans vouloir tout le temps obtenir pour le moins cher. On sort de ça, en fait. À ce moment-là, on sort de ce monde-là, de ce monde d'inflation, déflation. Et on voit, donc quand on paye du coup ce panier, on peut le payer avec une immense gratitude. Et on peut aussi sentir qu'à l'intérieur de notre corps, ça c'est l'émotion, la gratitude, mais on peut sentir à l'intérieur de notre corps, c'est pas du tout la même énergie. Il y a quelque chose de beaucoup plus agréable, beaucoup plus détendu, beaucoup plus ouvert. On peut retrouver cette ouverture tout d'un coup dans l'échange. On peut retrouver une joie à avoir donné ce panier, surtout si on donne, enfin, de donner cet argent pour un panier, surtout si on le donne vraiment à la personne qui l'a fabriqué, ce panier, qui a fait pousser les légumes, etc. Et du coup, on peut sentir une respiration dans son corps, on peut ressentir plein de choses positives, en fait, qui sont de l'ordre de cette féminité, donc cette ouverture. Du coup, on peut se remettre en ouverture. On n'est plus dans la féminité qui a peur de s'ouvrir parce qu'elle a peur de se faire avoir. Et on accompagne cet acte euh, qui va nourrir la féminité d'échange avec justement une énergie masculine
Donc l'énergie masculine, c'est celle qui agit, qui s'affirme voilà, qui pose un acte. Et on va poser cet acte avec toute cette saveur et on va du coup protéger cette féminité qui, par ailleurs, pourrait être blessée euh, si l'échange nourrit un système dominant. Oui, et j'aimerais faire un parallèle entre l'inflation-déflation jungienne et l'inflation-déflation sur un plan énergétique, puisqu'on fait le parallèle avec le corps, Ouais. parce qu'on est aussi on est thérapeute psychocorporel et on fait des soins avec un système, une grille de lecture avec des sphères, un système énergétique avec des sphères et on soigne parce qu'on fait un diagnostic avec certaines sphères qui sont en inflation, certaines sphères qui sont en déflation. De la même façon, dans notre corps, il y a des endroits qui vont se contracter et retenir l'énergie, et d'autres endroits qui seront plus alimentés, ce qui va créer des maladies, enfin voilà, plein de somatisations. Et, euh, et c'est la même chose en fait, c'est-à-dire que quand on fait ces soins, on essaye de remettre de l'énergie, une bonne fluidité dans le corps, pour que le corps comprenne qu'en fait, tout ce qui crée ces maladies, ces nœuds énergétiques, c'est la peur de manquer, qui fait qu'après, il y a des sphères qui gardent l'énergie, qui retiennent, et d'autres qui n'en ont plus, parce qu'on s'est coupé de l'énergie, en fait, la source d'énergie, qui est une source abondante, qui donne en permanence, et on s'est coupé, on ne reçoit plus, on se laisse plus traverser en fait. Et de la même façon avec l'argent, c'est ce qui se passe aussi. C'est que si on est dans ce système où on veut mettre l'autre en déflation, ou que soi-même, et un peu les deux en même temps, on est en déflation et on a l'impression toujours de se faire avoir, ou qu'il faut obtenir un maximum et qu'on est dans ce rapport de force permanent, c'est parce on s'est coupé de la bienveillance de la vie et de l'abondance naturelle, l'abondance de la nature. Et si on était dans une vraie coopération et une vraie bienveillance, il y aurait de la nourriture pour tout le monde, il y aurait de l'abondance pour tout le monde en fait, si on retrouvait nos vrais désirs, si on n'était pas dans un désir exacerbé, en fait. Parce que cette question de l'argent aussi, elle vient implanter des désirs qui ne sont pas forcément les nôtres. On est pris dans un système, ce train qui nous embarque, là, qui crée de l'avidité, un besoin d'avoir plus. Il va générer des désirs qui ne sont pas nos vrais désirs, en fait. Qui ne sont pas les désirs de notre âme. Et donc, c'est important ce qui est très important à comprendre, c'est ce paradoxe de plus c'est l'extérieur qui décide pour nous, plus tout est focalisé sur l'extérieur et on se sent ballotté par l'extérieur qui fixe les valeurs des prix. Voilà, comme dans la vie, si on se sent ballotté par l'extérieur, on sent qu'on n'a pas le contrôle et qu'on essaye d'avoir le contrôle et que voilà, on se demande la vie est quelque chose de dangereux qui peut nous mettre en difficulté à chaque instant. Voilà, si on est dans ce rapport-là de force à la vie, en fait, on est coupé de la relation puisque l'autre n'existe plus, on est dans un rapport de force et à l'intérieur de nous, c'est hyper souffrant, c'est hyper douloureux. Et en fait, le chemin pour en sortir, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier et c'est aussi ce qu'on fait au stage, c'est de revenir à l'intérieur, ce qu'on fait par la lecture symbolique, là en ce moment, mais aussi avec les rêves, c'est revenir à l'intérieur pour se réapproprier notre histoire, se réapproprier notre expérience et retrouver du sens. Et avec l'argent, on peut le faire de la même façon, c'est-à-dire revenir à l'intérieur et se dire, mais quelle valeur ça a pour moi en fait. Et Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Est-ce que je peux redevenir souveraine de ma vie? qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Parce que ce qui se passe aussi quand on achète, par exemple, ce panier maraîcher, c'est que non seulement on a un sentiment de gratitude et d'ouverture et de détente, mais aussi on a une immense puissance en fait. Parce que en donnant cet argent au maraîcher, on se rend compte, on est conscient qu'on lui permet de continuer à faire son métier. Pas nous tout seuls, évidemment, mais nous, on fait partie d'un système où on lui permet de continuer à faire ce métier qu'il aime, qui lui donne du sens et qui nous nourrit aussi. Et qu'on peut alimenter et faire émerger un monde qui a du sens pour nous, en fait. Donc, on se réapproprie notre souveraineté, comme tu dis, c'est un mot qui est magnifique. On se réapproprie notre souveraineté. On retrouve la souveraineté, c'est avoir la couronne sur la tête, hein, c'est être connecté aux énergies du ciel. On retrouve ce pouvoir sur notre vie, en fait. Paradoxalement, en se laissant, en rentrant en alliance, en arrêtant de vouloir contrôler tout l'extérieur, on retrouve du pouvoir sur notre vie, en fait. C'est ça. Euh, Peut-être on peut parler, pour finir, de cet argent
l'argent qui serait une caisse de résonance, un miroir, en fait, qui est ce qu'on a vu, hein, mais l'idée, c'est que ce qu'on voulait dire aussi, c'est que l'argent, c'est quelque chose qui permet d'observer notre rapport au monde, comme un biais comme une toile qui permet de projeter sur le monde, sur notre rapport au monde, notre façon de fonctionner, et qu'on peut voir avec notre façon d'être avec l'argent, comment on est à l'intérieur, en fait. Ça peut mettre en lumière nos peurs, la peur du manque, si on est en train de faire des économies tout le temps, notre besoin de contrôle. Pareil, si on fait des économies, si on prend des garanties, des assurances, aussi notre légitimité ou non à être dans le plaisir, à la jouissance de la vie, si on se rationne, si on ne s'autorise pas, si on est tout le temps en train de se contraindre, et aussi comment on est pris par le système. Si, voilà, si on est pris dans des systèmes de dette aussi, ça peut vouloir dire on est pris dans des structures qui nous asservissent, qui nous contiennent, qui nous empêchent d'être dans un rapport souverain au monde. Oui, du coup, bon, ça mériterait donc pour chaque cas que tu exprimes, évidemment, d'aller regarder de près, d'aller faire justement le questionnement avec la personne qui est dans telle ou telle situation. Et moi, quand je t'écoute parler, j'entends que les choses peuvent venir du transgénérationnel, en fait, voilà, et que on peut être pris dans un système que l'on reproduit inconsciemment, Oui. et que voilà, en faisant ce chemin de conscience, on va peut-être pouvoir éclairer le système dans lequel on est pris Mm. à l'intérieur de soi, donc en lien avec l'histoire du transgénérationnel, mais qui se manifeste à l'extérieur dans nos vies et dans notre façon justement de relationner. Et la façon de relationner, euh, euh, c'est justement, voilà, elle témoigne de qui l'on est, tout simplement. Oui, on pourrait dire que l'argent, c'est soit un obstacle, soit un moyen. Et que si c'est un obstacle pour nous dans notre vie, c'est qu'il y a des obstacles en nous qui sont à rencontrer et qu'on peut les voir à travers notre façon de fonctionner avec l'argent. Oui, donc les obstacles que l'on rencontre à l'extérieur sont à aussi à rencontrer à l'intérieur. Mm. C'est tout le travail que l'on propose et que l'on propose notamment dans le cercle de femmes là, qui a lieu du 19 au 23 juillet en Drôme provençal, en pleine nature. Il reste des places. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie de faire ce chemin avec nous. Et j'avais envie de dire, pour terminer, que vous pouvez vous abonner à la chaîne de Blandine si vous avez envie de comprendre un peu mieux la lecture symbolique. Elle a fait plein de podcasts sur Harry Potter. C'est génial, j'adore. Et voilà, on fera d'autres vidéos. Et puis, ben, si cette vidéo vous a parlé, vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager pour lui donner de la valeur. Super, Carole. À bientôt! À bientôt.